Le Festival de Cannes s'ouvre aussi ce mardi dans l'ombre du mouvement MeToo. 7 ans après l'affaire Harvey Weinstein, 150 personnalités, des femmes et des hommes, réclament dans une tribune une loi intégrale sur les violences sexuelles. C'est le grand angle. Et pour en parler, nous recevons Nathalie Marchak. Bonjour, vous êtes scénariste, réalisatrice, vous êtes aussi vice-présidente de l'ARP, la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. Je voudrais d'abord que l'on montre cette photo-tribune publiée dans le journal Le Monde ce mardi, le jour de l'ouverture du Festival de Cannes. On persiste et on signe, c'est le manifeste de 150 personnalités. Beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, demandent une loi intégrale sur les violences sexuelles. Nathalie Marchak, quand on regarde cette photo, on se dit plus rien ne peut être ou ne doit être comme avant. Comment vous vivez ce moment du cinéma français ? Moi, ce que je trouve absolument formidable dans cette initiative, dans cette tribune, mais comme le court-métrage, je crois, de Judith Godrèche, qui va être aussi projeté au Festival de Cannes, c'est que ce sont des tribunes qui parlent pas seulement du cinéma, en fait, mais de toute la société. Et d'ailleurs, que ce soit dans cette tribune et dans le court-métrage de Judith Godrèche, il n'y a pas que des actrices, il y a aussi des femmes de la société civile. Et la tribune, je crois, a bien insisté sur le fait qu'il y a des femmes, des métiers, des médias, de la politique, et des hommes hôpitaux, également. et des hommes, etc. Et donc, je pense qu'on est effectivement à un moment charnière, avec, pour moi, deux dimensions. Une dimension de société, où vraiment, je pense que notre société est en train d'évoluer. Et ça, je crois qu'on peut vraiment s'en féliciter. Et puis, toute la dimension après, qui doit se traduire sur le plan juridique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, vraiment à cœur d'accompagner à l'ARP. Et je tiens à rappeler que nous, ça fait quelques années déjà qu'on a en fait modifié nos statuts pour que toute personne, homme ou femme, qui est poursuivi pour un crime ou un délit susceptible d'être puni de plus de 2 ans d'emprisonnement, ce qui est le cas en général dans ce genre de cas de figure de violence sexuelle, doit être suspendu de l'ARP pendant la mise en examen et éventuellement ensuite exclu si jamais il est condamné. Donc je pense qu'il faut, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important, c'est qu'il y a la prise de conscience de société et que la parole puisse se libérer. Et puis après, je pense la traduction Alors juridique. la traduction, elle ne se fait pas toujours dans le bon sens. En tout cas, toutes les institutions n'ont pas votre éthique. Lundi, une centaine de personnes, dont Judith Godrèche, se sont retrouvées devant le siège du CNC, le Centre national du cinéma, pour dénoncer la présence encore au poste de président de Dominique Boutonnat. Le président du CNC est accusé d'avoir agressé sexuellement son filleul. Son procès est prévu à partir du 14 juin et pourtant il est encore en place. Enfin, les mots me manquent. Comment c'est possible là ? À l'ARP, et là vraiment, on a été les premiers à réagir et à demander... Sur le cas Boutonnat ? Sur le cas Boutonnat aussi, et à demander, et on n'a absolument rien de personnel contre Dominique Boutonnat, dont on s'est félicité à son arrivée, au terme de ses compétences. Mais par contre, effectivement, on pense qu'il y a un devoir d'exemplarité. On ne peut pas être à la tête du CNC aujourd'hui, qui d'ailleurs a pris énormément de mesures contre les violences sexuelles avec des formations et qui ont été mises en place, et ne pas avoir à la tête du CNC quelqu'un qui à ce niveau-là est exemplaire en fait. Ça paraît extrêmement simple, ça paraît évident. Donc oui, pourquoi on se pose la question aussi, on est heureux là d'avoir été, on va dire, rejoint par une foule, et là encore je remercie Judith Godrèche qui vraiment quelque part donne un élan à ce mouvement. À ce mouvement, d'ailleurs, c'est elle qui arrive à imposer ce mouvement MeToo dans le cinéma. D'autres ont tenté de le faire avant elle. Elles ont été soit discréditées, soit pas entendues suffisamment. Est-ce qu'il faut avoir une stature ? Est-ce qu'il faut avoir une renommée pour pouvoir... ou alors on a l'impression que sinon, toutes les autres, les plus anonymes, sont totalement écrasées par l'industrie du cinéma. Moi, ce que je trouve très émouvant dans le chemin de Judith Godrèche, c'est que quand elle a fait sa série, elle en a aussi parlé à demi-mot. Elle n'a pas vraiment osé dénoncer, donner des noms. Et puis c'est quand la série est sortie, là je parle vraiment en tant que réalisatrice, moi j'ai été émue de voir son chemin. C'est vraiment ensuite quand la série est sortie, qu'on a ressorti des interviews effectivement à l'époque de Benoît Jacot qui parlait d'elle, que tout à coup je crois elle s'est dit, et par rapport à sa fille aussi, je pense qu'on a tout un devoir vis-à-vis de nos filles et de nos fils, elle s'est dit en fait je ne peux plus me taire. Alors est-ce que le fait qu'elle ait cette notoriété lui a permis de parler ? Certainement, en tout cas ça lui a permis d'être entendue. C'est ce que j'allais dire. Pas seulement de parler, d'être entendue. En même temps, elle le dit, elle l'a redit. Où êtes-vous ?
est-ce que vous m'écoutez? Donc elle-même ne s'est pas sentie entendue au début. Je pense qu'elle a fait preuve d'un grand courage. Et je pense que de façon globale, et c'est un peu ça le mouvement MeToo, c'est que les autres se sont mis à parler aussi. Je pense qu'une femme ou un homme qui parle seul n'est jamais entendu. Et c'est là que je dis qu'il y a pour moi un questionnement profond de notre société qui souvent, et on le sait, et c'est pas seulement le cas sur les tournages, mais dans tous les lieux de travail, dans tous les lieux clos, dans tous les lieux où il y a pu avoir des agressions sexuelles, c'est le silence qui entoure ça. C'est le fait qu'on a été finalement un peu habitués, tous et toutes, à ce qu'un homme qui soit un prédateur soit toléré. Finalement, c'était quelque chose de presque valorisé à un moment. Est-ce que nous sommes aussi en présence d'un problème générationnel? On l'a vu, certaines actrices ont remis aussi en question la parole de Judith Godrèche et d'autres en disant mais quand même, comment c'est possible que 15 ans plus tard, pourquoi ont-elles attendu 20 ans pour s'exprimer? Est-ce que leur parole est vraiment légitime ou en tout cas véridique? Est-ce que vous avez, la sensation qu'il y a un problème générationnel et qu'il faudra peut-être attendre une génération avant que le cinéma adopte de nouvelles pratiques? Alors, j'espère qu'il ne faudra pas attendre une génération et le cinéma est déjà en train de prendre justement le pouls de tout ça et de mettre en place de nouvelles pratiques. Il y a une commission d'enquête, comme vous dites, qui a été lancée. Je pense que les tournages, maintenant, on est en train de parler effectivement à chaque fois d'un référent. Donc, je pense que le cinéma réagit vraiment concrètement. Donc, il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont engagées sur les tournages pour veiller à ce que certaines scènes se passent correctement, alors, ça, dans le respect. C'est les coordinateurs d'intimité, absolument. Mais il y a aussi les référents sur chaque tournage. Le référent, justement, par rapport au harcèlement qui va être nommé. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train d'être prises de façon très concrète. Pour revenir sur ce que vous disiez, le schisme générationnel. Oui, c'est vrai que moi, j'ai entendu des femmes d'une autre génération même me dire « Bon, c'est bon, moi, j'ai été violée à 13 ans, puis ça va, en fait. On est passé par là, on a survécu. » Je pense que beaucoup de femmes, en fait, pour survivre, justement, à un moment donné, ont intérioriser tout ça et finalement ont intégré ce schéma patriarcal qui est que oui, les femmes subissent des violences et qu'au fond, elles survivent. Et je pense que c'est ça qui doit changer. Alors justement, Nathalie Marchak, c'est une question aussi que vous avez abordée dans une série télévisée qui s'appelle Les Siffleurs. C'est sur le harcèlement de rue. C'est aussi un film qui interroge sur le consentement. On regarde un extrait avant de poursuivre. Tu vas où? Tu qu'on dépose? Tu me suces? Elle a pas terre. Vas-y, arrête de faire ta promotion. Allez, vas-y, suce ma bouche, là. Pourquoi tu fais la difficile, là? Elle se jette pour dans ta bouche, là. Les gars, ton petit cul, quand même. De gauche à droite, là, c'est incroyable. Une petite pétasse timide. Une petite pétasse dans la gueule, là. Mais t'as une bouche de suceuse, quand même. Ça se voit que t'es forte à ça. Vas-y, viens pas. Voilà, vas-y, garde-toi. Viens là, nous, un peu, là. Mais vous êtes tarés là, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Là, votre héroïne, elle ne se laisse pas faire. Elle prend en photo ses potentiels agresseurs, en tout cas les personnes qui l'importunent dans la rue. Là, cette nouvelle génération, elle adopte un autre comportement. Elle ne se laisse plus faire. C'est ce que vous remarquez, vous aussi? Oui, d'autant plus que moi, je l'ai vécu, cette scène-là, et que j'ai rien fait. J'ai pas porté plainte. J'ai eu peur, en fait. Ou j'ai eu peur, ou en tout cas, je suis restée dans le silence. J'ai rien dit, j'en ai pas parlé à mes parents. Donc ça m'intéressait effectivement de raconter l'histoire d'une jeune héroïne qui, elle, en fait, va essayer de parler. Elle va au commissariat. On n'entend pas, on ne reçoit pas sa plainte, puisqu'il n'y a pas eu véritablement pour eux agression. Donc c'est d'adresser tout ça. Et puis évidemment, de la confronter aussi au personnage de la flic, donc qui est joué merveilleusement par Nadia Fares, et qui, elle, est une femme de 50 ans qui dit, ouais, elle a bien cherché, au fond, à se balader en mini-jupe. Les femmes, elles sont responsables aussi de cette situation? Je pense que les femmes, c'est pas que les femmes ne sont pas responsables. La société est responsable, et les femmes, comme les femmes et les hommes, ont intégré ces notions de patriarcat, et finalement, les recrachent. Et c'est vrai que c'est ça qui doit changer. Et j'ai vraiment voulu, dans Les Siffleurs, parce qu'effectivement, ça part du harcèlement, puis on va vers le consentement, et il y a Charles Berling, qui joue avec courage un homme qui va, lui, tout à coup, prendre conscience de ce qu'il a fait. Et moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour qu'on se remette tous en question collectivement. Parce que je pense que ce qui est très important, c'est que ça ne devienne pas un tribunal. Moi, je ne suis pas là, même en tant que réalisatrice, pour juger les hommes. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se remette tous en question collectivement. Et puis effectivement, moi, je trouve ça merveilleux que la jeune génération aujourd'hui considère que
voilà, une jeune femme a le droit de marcher dans la rue sans se faire importuner. Voilà. Aujourd'hui, dans le cinéma, on arrive aussi à une certaine parité dans les différents corps de métier, qu'il s'agisse des réalisateurs, réalisatrices, qu'il s'agisse des scénarios. Est-ce qu'on arrive à cet équilibre? Alors, on n'y est pas encore. Je crois qu'il y a toujours 21% de femmes réalisatrices à peu près, puis c'est un chiffre qui s'écroule au deuxième et au troisième film en général. C'est encore une question de génération, hein. Il faut encore laisser passer... Oui, non, mais de durée aussi, parce qu'il y a autant de femmes réalisatrices que de femmes réalisateurs qui sortent des écoles. Par contre, c'est ça qui est intéressant, mais en fait, c'est sur vraiment la carrière. Après, merci Delphine Ernotte, qui a imposé une parité chez France Télévisions, et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de faire Les Siffleurs. Donc, il y a encore une fois des mesures qui sont voilà, maintenant instaurées. Et moi, j'étais contre les quotas à la base, je le dis, comme beaucoup de femmes, parce qu'on s'est dit on n'a pas besoin de quotas pour à un moment donné travailler et s'imposer. Et au final, je pense que maintenant, c'est nécessaire au moins transitoirement. Alors à l'ARP, vous travaillez également sur les financements. Hein. C'est très important de le souligner. Est-ce que les femmes réalisatrices reçoivent le même budget que si un film avait été réalisé par un homme, par exemple? Est-ce que vous voyez des disparités au niveau des financements? Alors oui, il y a des disparités très très importantes. Les femmes n'arrivent pas aujourd'hui à mobiliser les mêmes budgets que les hommes, absolument. Alors il y a un autre sujet qui vous est à cœur, et peut-être que l'intelligence artificielle va finalement balayer toutes ces questions dont il est question aujourd'hui. L'intelligence artificielle s'immisce aussi dans votre métier, et ça, c'est un autre danger qui menace l'industrie du cinéma. Oui, alors, ceci dit, il faut quand même temporiser, justement, pour parler de cinéma, vraiment. Le cinéma français est un cinéma extrêmement fort. C'est quand même le 3e cinéma mondial en termes d'entrée, le 1er en termes de prix dans les festivals, et les réalisatrices d'ailleurs, entre Justine Triet, Audrey Diwan, Mati Diop, voilà, ont été vraiment fer de lance là-dessus. Donc c'est une industrie qui se porte extrêmement bien, et voilà, les films français attirent toujours 41% de spectateurs en salle, donc il faut le rappeler. Mais c'est vrai qu'on est en pleine mutation. Et que l'IA, effectivement, attire notre attention beaucoup à l'ARP, comme c'est le cas aussi des autres organisations, et qu'il faut être vigilant. L'IA générative, hein, voilà. Le mouvement aux États-Unis, le mouvement de grève aux États-Unis, qui a duré plusieurs mois, est-ce que ça vous a aidé à progresser sur ces questions-là? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce mouvement en France également? On n'en a pas eu besoin ici? Alors, c'est pas le même système, mais c'est vrai que le système aux États-Unis, vous savez, est basé sur le copyright. Ce qui est formidable avec cette grève qu'il y a eu, c'est que finalement, ils ont revendiqué la qualité d'auteur, puisque c'est la première fois qu'ils disent en fait une œuvre ne peut pas être créée autrement que par un humain, et donc ça impose la qualité d'auteur, qui n'est pas du tout prédominante aux États-Unis. Ils ont un autre système, ils ont des syndicats de scénaristes extrêmement puissants qui se sont mobilisés. Maintenant, nous aussi, on est très mobilisés sur ces sujets, et c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de ce qui est ressorti de la grève. Et voilà, l'IA générative, parce que l'IA, ça existe depuis longtemps maintenant dans plein de domaines. L'IA générative, c'est en fait, est-ce que justement l'IA va pouvoir créer, donc c'est la création de textes, d'images, etc. Et comment on rémunère? Comment on rémunère? C'est-à-dire qu'il n'est pas pour nous envisageable que l'IA remplace un auteur, et comme ils l'ont fait aux États-Unis, il faut qu'il puisse y avoir un auteur présent, quoi qu'il arrive, à tout stade de la création, de l'écriture d'un scénario. Il faut qu'on puisse proposer à l'auteur d'utiliser l'IA s'il le souhaite, parce que ça peut être un outil merveilleux, hein. Nous, on n'est pas du tout contre l'IA, on pense que tous les outils sont intéressants. Ça peut être justement un gain de temps, de productivité, etc., mais à condition que l'auteur le souhaite. Et puis, il faut surtout en termes de la façon dont l'IA va puiser dans les œuvres existantes et celles qui se créent, qui vont se créer demain, qui est vraiment une obligation de transparence. Et là-dessus, c'est important. La ministre Rachida Dati s'est positionnée très fortement là-dessus, et on l'en remercie. Il faut continuer, parce que l'IA Act qui vient d'être adopté n'est pas encore suffisant, même s'il pose les principes de transparence, et parce qu'il faut de la transparence pour qu'il puisse y avoir rémunération. C'est ce que Comment avancer sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il faudrait comme arsenal juridique pour que l'intelligence artificielle générative soit bordée, contrôlée dans l'industrie du cinéma, que ce soit pour les auteurs ou pour les réalisateurs aussi d'ailleurs? Il faut maintenant que cette IA Act est passé, qui est assez généraliste, il faut maintenant qu'il y ait une régulation en fait spécifique, justement, je pense au domaine de la création et de la culture. C'est très important. Il faut mettre en place des situations qui soient adaptées véritablement à la création, comme je vous l'ai dit, et rappeler quand même, parce que l'IA puise dans les œuvres, mais derrière, ils font payer ce service. Ce n'est pas un service gratuit, hein, c'est rémunéré. Donc,
il faut absolument que ça puisse être un nouveau mode d'exploitation pour les auteurs, quels qu'ils soient, et que si jamais on va puiser dans leurs œuvres, que ça puisse être rémunéré. Et alors on nous oppose souvent que techniquement c'est pas possible parce que l'IA va puiser de façon aléatoire. Non, il y a des moyens, il y a des choses à mettre en œuvre, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. On a des magnifiques sociétés de gestion collective qui existent. L'ARP aussi collecte par exemple la copie privée. Ça pourrait très bien être à un moment donné, à chaque fois que l'IA va puiser dans les œuvres, reversé à une société de gestion collective qui redistribuerait aux auteurs. Donc il y a des solutions qui existent à la fois techniques et juridiques. Il faut se dépêcher. Maintenant, il faut une force politique. Qu'est-ce qui bloque ? C'est le volet politique ou est-ce que dans la profession, il y a des dissensions sur ces questions-là entre les producteurs et les distributeurs? Il n'y a aucune dissension. Je pense que vraiment, on parle tous d'une voix dans la profession. Je pense que ça se ressent. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est une course contre la montre puisque la technologie avance plus vite que la régulation est longue à mettre en place, que la régulation passe notamment aussi beaucoup par l'Europe et que voilà, il faut qu'on puisse tous s'entendre là-dessus et qu'il y a, je pense, une petite peur de louper le coche technologique si tout à coup on met une régulation trop importante, et moi je pense que c'est essentiel, et à l'ARP on le pense profondément. Au contraire, l'Europe a une occasion vraiment inouïe d'être le fer de lance là-dessus aussi, comme on l'a été sur l'exception culturelle. Il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Merci beaucoup Nathalie Marchak d'avoir été notre invitée sur le 64 minutes. Je vous remercie.